Très bien, bonjour et merci de cette invitation. Je partage un peu, l'idée c'est qu'Eric et moi se relaient un peu pour partager et j'apporte une vision complémentaire, non pas du point de vue du GIEC et de la science, mais plutôt des utilisateurs, les gouvernements, les administrations, les négociateurs et le fonctionnement de l'accord de Paris dans les années à venir, d'autant plus que j'ai pris maintenant la présidence de l'organe subsidiaire du Conseil scientifique et technologique de la Convention climat qui constitue un peu l'interface côté gouvernement avec la communauté scientifique pour cette année, l'année prochaine également. Bon, je ne vais pas dire grand-chose en termes de contexte parce que je pense que les présentations, notamment de Serge et de Maud, ont vraiment parlé très bien de l'historique de cette relation entre la communauté scientifique et les gouvernements, le monde politique, mais j'insiste sur le fait que le GIEC a quand même précédé la création de la Convention climat. Nous avons agi en connaissance et bien informés grâce à l'existence du GIEC, grâce à la structuration effectivement de l'analyse scientifique. Ça a facilité la tâche et c'est sûr que chaque grande décision prise dans les négociations internationales sur le climat, on peut très souvent tracer les origines dans les travaux du GIEC. Et je suis très conscient de l'importance, lorsqu'on était en train de négocier l'accord de Paris, du 5e rapport du GIEC négocié un an auparavant. Ça a vraiment constitué un socle pour nos travaux et ça a créé les conditions favorables. Et cette influence sur le processus a été quelque chose de remarqué tout au long des années. Bon, je vais dire 2 mots sur l'accord de Paris lui-même. D'abord, pour insister sur le fait que l'accord de Paris, nous avons pris une autre approche, comme ça a été dit, plus bottom-up, cette approche montante qui arrive des actions des pays. Je ne vais pas décrire en détail l'accord de Paris, mais je pense qu'il y a 5 éléments qui sont à retenir. Déjà, on fixe le cap. On dit qu'il faut rester nettement en dessous de 2 degrés et continuer à œuvrer pour rester sur 1,5 degré. Ça venait très clairement des messages scientifiques et les travaux du GIEC qui ont informé ces choix. L'importance d'un pic aussitôt que possible des émissions mondiales et un déclin par la suite pour atteindre la neutralité des émissions en deuxième partie du siècle, l'équilibre entre les émissions et les absorptions. Nous sommes allés chercher cette terminologie dans les rapports du GIEC pour l'inclure dans l'accord de Paris. C'est vrai que nous n'avons pas retenu des chiffres, les 40-70% cités par Serge tout à l'heure. Il y avait des divergences sur l'importance de citer des chiffres dans cet accord. En même temps, on a clairement cité l'importance d'un pic, d'un déclin et de la neutralité à terme. Donc c'est une autre façon de capter le même concept. Mais c'était le choix des parties. Donc cette notion de fixer le cap est là. Et ensuite, cette notion nationally determined qui arrive en bas, les politiques décidées sur le plan national est au cœur de l'accord de Paris. C'est ça qui a donné l'universalité à l'accord de Paris. Et c'était salué par exemple par l'Inde, qui n'aurait pas accepté de participer à un accord plutôt top-down qui imposait les actions. Le partage d'un budget carbone n'était pas envisageable sur le plan politique. Il n'y a pas de méthode d'y parvenir. Mais en contrepartie, c'est un accord dynamique qui a créé un cycle de renouvellement. Un cycle qui commence par la transparence, le rapportage des pays tous les 2 ans, l'analyse de l'information au sein de l'accord de Paris, l'organisation tous les 5 ans de ce bilan mondial qui était cité par plusieurs dans la présentation, et ensuite l'invitation au pays à réviser la contribution nationale. Donc on cherche à créer dans ce système un cycle vertueux de renforcement de l'action dans le temps. Pour l'instant, les actions annoncées ne suffisent absolument pas, mais l'idée n'est pas de rester là, mais de créer les conditions pour pouvoir renforcer l'action dans le temps. Le volet de coopération. Coopération en termes de financement, collaboration autour des technologies, renforcement de capacité, mécanismes de coopération au sein de l'accord de Paris, mais ensuite coopération dans un sens plus large. C'était l'agenda de l'action de l'accord de Paris qui associait et qui ouvrait la porte à d'autres secteurs, les villes, les entreprises et les gouvernements pour travailler sur les problématiques plus précises
l'énergie, l'accès à l'énergie, les renouvelables, mais la forêt, l'eau, différentes problématiques qui ont trouvé leur place dans cet écosystème beaucoup plus large autour de l'accord de Paris en termes de collaboration. Bon, en termes de relations maintenant avec le GIEC, il y a deux endroits où on trouve directement des liens. Le bilan mondial, je reviendrai là-dessus dans un instant. Le dialogue Talanoa, le dialogue de facilitation qui a été lancé cette année comme quelque chose qui précède, anticipe sur le bilan mondial qui aura lieu à partir de 2023. Et c'était là l'invitation spécifique pour le rapport 1.5. Un mot de plus sur l'accord de Paris avant de parler brièvement de ces éléments. Il y a également un élément, je pense, très important sur le lien avec l'éducation et la sensibilisation. Et je pense qu'il ne faut pas négliger cet aspect-là. Et c'est là on trouve, je pense, également un lien très fort avec la connaissance et la création de la connaissance par la science. Et je pense que ça fait le lien avec la communication. Et je reviendrai là-dessus également. Parce que je pense du point de vue de fonctionnement de l'accord de Paris, ces éléments-là auront une grande importance dans les années à venir. Donc, très rapidement, le bilan mondial aura lieu tous les 5 ans à partir de 2023. Ça va être le moment clé où on fait le point collectif sur les progrès vers les objectifs, informés par la science. Et nous avons dit explicitement que les rapports les plus récents du GIEC feront partie des informations, des éléments qui vont informer le bilan global tous les 5 ans. Comme a dit Eric, il y a un débat sur exactement comment aligner, organiser les travaux du GIEC au-delà de 2023, mais pour 2023, cet alignement est parfait. On aura le 6e rapport à temps pour le bilan en 2023, et nous sommes en train de travailler sur d'autres intrants. Mais nous parlons également nous avons déjà discuté de comment organiser ce dialogue entre la communauté scientifique et l'accord de Paris. Et nous avons identifié l'importance de tirer des enseignements de l'expérience antérieure, de structurer le dialogue entre les parties et les experts du GIEC sur les conclusions des travaux, permettant un échange scientifique et technique ciblé d'informations dans un esprit d'ouverture et de transparence, d'organiser des réunions spéciales pour structurer ce dialogue et profiter plus largement de l'apport des contributions du GIEC. Et on a un groupe de travail conjoint entre le SABSTA, l'organe subsidiaire que je préside moi-même, et le GIEC, qui permet d'organiser et de structurer ces collaborations dans les années à venir. Donc ce bilan qui arrive, le grand débat maintenant, c'est comment organiser cet alignement. Et cette année, à Katowice, à la COP24, on adoptera une décision qui décidera plus largement de l'organisation de ce bilan. Le dialogue Talanoa, c'est un peu l'anticipation avant 2020 du bilan global, du bilan mondial. C'est un événement uniquement pour 2018. Et le concept de Talanoa se vient du Pacifique. C'est un concept de dialogue non confrontationnel pour faciliter la résolution de problèmes. Et là-dedans, il doit y avoir un espace dédié pour étudier les résultats du rapport sur le 1,5 qui sera approuvé en début octobre en Corée, que Eric vient de décrire. Donc déjà, on crée un espace pour organiser ce dialogue entre la communauté scientifique et le GIEC et sa contribution. Donc si je regarde vers la mise en œuvre de l'accord de Paris dans les années à venir, je pense qu'on peut dire que ces éléments-là vont être structurants. Je pense qu'on va aller un peu plus loin dans la structuration du dialogue entre la Convention climat, l'accord de Paris, le GIEC et la communauté scientifique. Il n'y a pas de lieu automatique d'examen des travaux du GIEC dans la Convention climat, l'accord de Paris ou le SABSTA, l'organe subsidiaire. C'est quelque chose qui est décidé un peu ad hoc. Chaque fois, on décide comment l'organiser. Je pense que ça, c'est quelque chose que côté Convention et l'accord de Paris, nous pouvons mieux structurer, mais je pense que c'est quelque chose à améliorer. Nous avons, avec l'organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, un point régulier sur la recherche et l'observation. Tous les 6 mois, on revient sur l'un ou l'autre, avec un dialogue que j'ai présidé il y a quelques semaines sur la recherche.
un de mes constats, c'est que c'est très difficile de faire en sorte que ça soit un vrai dialogue entre le gouvernement et chercheurs. On a tendance à avoir beaucoup de présentations de chercheurs et très peu de questions, encore moins de dialogue avec les gouvernements. Il y a un vrai problème de structuration. Là, c'est quelque chose que nous devons améliorer côté Convention et Accord de Paris, mais je pense que ça vient des deux côtés. On a besoin de créer cet espace, parce que là, c'est essentiel si ça va bien servir. On a également un dialogue avec les grands programmes de recherche dans ce domaine, le programme mondial de recherche sur le climat, l'OMM, sur les océans, sur le Global Carbon Project, etc. Donc on a tous ces dialogues avec ces programmes, mais le GIEC reste un des interlocuteurs essentiels. Donc on a peut-être un espace à travailler qui n'existe pas pleinement pour l'instant. Je pense que le Substa, c'est le lieu où ça devrait avoir lieu, parce que c'est quand même l'interface entre la Convention, l'accord de Paris et la communauté scientifique. Mais c'est un lieu en relation, je pense, avec les autres propositions de réforme. Les deux autres éléments, je pense, font écho au ce que je viens d'entendre également, notamment de Maud Deleuze. L'importance, non seulement de penser en termes de la réalité, oui, le changement climatique, la science du climat, le constat sur tout ça, mais également ce qui porte sur les solutions, les façons de traiter le changement climatique, la façon que nous allons réagir à l'atténuation de côté, l'adaptation de l'autre. On est de plus en plus dans un débat sur les solutions, sur la façon que nous allons nous organiser, nos économies, nos sociétés dans les années à venir. Ça met l'accent sur la contribution des sciences humaines, sociales, sciences économiques. C'est sûr que ce volet-là peut être mieux reflété dans ce dialogue. Et je pense que nous aurons besoin de ça de plus en plus dans les travaux mis en œuvre de l'accord de Paris. Je pense qu'il y a un vrai sujet de communication. Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu très clairement il y a quelques semaines dans le dialogue de recherche. Comment bien communiquer ce dialogue. Parfois, les scientifiques et les décideurs ne parlent même pas le même langage. Et les mots techniques des scientifiques ne sont pas compris de la même façon par les décideurs. Si on parle risque, c'est le cas le plus évident. Mais il y a un problème, on a besoin de traduction, on a besoin de trouver comment faire ça. Et ensuite, il y a des sujets qui vont émerger et un rôle de plus en plus important dans la mise en œuvre de l'accord de Paris, non seulement des gouvernements, mais d'autres acteurs. Le rôle des entreprises, le rôle des villes, des régions était très marqué dans la négociation de l'accord de Paris, dans la COP 21 elle-même. Je trouve très important que le GIEC a organisé une conférence il y a un mois ou deux sur les villes. Et je pense que d'autres problématiques de ce type-là, d'autres acteurs doivent avoir leur place dans la mise en œuvre dans les années à venir. Donc je trouve beaucoup de synergie avec ce que j'ai entendu jusqu'ici, mais du point de vue de la négociation et la mise en œuvre de l'accord de Paris, nous devons vraiment créer cet espace de dialogue. Et je pense que les types de réformes et restructurations envisageables peuvent nous aider dans les années à venir à renforcer ce dialogue.